La chaleur du Sahel pèse comme une enclume et la poussière boit le ciel. Parmi les convois exténués, un homme avance sans protocole ni caméra. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, les bottes mangées par le sable. Pourquoi un chef d'État choisirait-il la boue plutôt que le marbre, la proximité plutôt que la distance, l'odeur de la poudre plutôt que l'air climatisé? Ici, le leadership ne se proclame pas. Il se prouve, pas à pas, dans le rouge du désert, au milieu des rations partagées et des nuits sans éclat. Dans cette partie, il s'agit de raconter une trajectoire où un président descend de l'estrade et entre dans la poussière pour mesurer le pouvoir à la dignité concrète. Le lecteur y gagne une grille nette. Comprendre comment des gestes visibles, marcher, écouter, partager, peuvent déplacer une armée et recoller un pays brisé, sans slogan ni chiffre magique. Le pari est risqué. Ne rien ajouter qui n'apparaisse pas dans la source, tout ancré dans des scènes, des dates, des paroles, des rituels. L'histoire s'ouvre en 2022, quand le Burkina Faso saignait et s'articule autour d'un fil. Transformer la perte en fraternité, la peur en service, la distance en présence. Chaque partie montrera un palier vérifiable. Fonds de solidarité, visite nocturne, journée nationale, centre de rééducation, KMA en 2025, rotation douce, soutien psychosocial, et la question qui les relie. Que vaut un État si ses défenseurs sont oubliés? Et combien de vies coûte une compassion devenue doctrine? Ici, la promesse éditoriale est simple. Suivre des preuves concrètes et en déduire prudemment les enjeux collectifs. On découvre alors que l'image qui aimante tout vient d'un matin gris près d'Arbinda. 17 cercueils alignés, 17 familles, un pays figé. Ibrahim Traoré apparaît en pick-up, uniforme poudré de route, et choisit le silence avant les mots. De là, replacer le décor. En 2022, village vidé, cantine vide, bottes usées, une armée fatiguée et un État percé de peur. La bascule ne commence pas par l'achat d'armes, mais par une décision de couture sociale. Aucun soldat ne se bat seul. Et la création d'un fonds de solidarité nationale pour que les morts cessent d'être oubliés. Les veuves reçoivent un soutien. Les orphelins sont scolarisés et un principe s'installe. La dette de l'État se mesure au nom de chaque disparu. Parallèlement, une initiative familiale garantit logement et éducation des enfants. Message implicite. Protéger la nation ne doit plus signifier perdre la sienne. Vient ensuite le pont de retour à la vie civile. Centre de formation, micro-subventions, accompagnement psychologique. D'anciens combattants deviennent artisans, mécaniciens, agriculteurs. Dans les hôpitaux, les oubliés, amputés, brûlés, retrouvent une trajectoire grâce à 2 centres de rééducation à Ouagadougou et Dori. Prothèses, thérapie, suivi de longue durée. La scène se répète. Le président s'assoit, écoute, parfois pleure. Le message circule plus vite que des décrets. Aux funérailles, ces mots cassés. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice, s'inscrivent ensuite sur pierre. Mais ce jour-là, ils servent de baume. Le deuil se transforme en rituel. La journée nationale de courage suspend école, marché, drapeau. Des bougies s'allument à l'aube. La capitale voit une marche pieds nus sur les terrains commémoratifs. Ce cadre produit une conséquence inattendue. Soldats et civils partagent un chagrin commun, et la loyauté change de texture. Moins d'obéissance, plus d'appartenance. À partir de là, le récit peut s'étendre sans emphase. Chaque geste public tisse une fraternité utilisable au combat, comme dans la reconstruction, et replace la question de départ. Comment redéfinir la force? Au niveau des preuves, pas des postures.
Deux miroirs humains éclairent l'impact précoce. D'abord, une mère à Koudougou perd son fils dans une embuscade. Quelques jours plus tard, la porte s'ouvre non pas à un cortège, mais à un visiteur solitaire. Le président s'agenouille, front contre une main tremblante. Il n'explique rien. Il écoute, et le deuil change de densité. La présence remplace la procédure. Dans un pays où le pouvoir signifiait distance, ce silence devient tonnerre et fonde un contrat de mémoire. La famille ne disparaîtra pas dans l'oubli administratif. Puis, un caporal amputé au-dessous du genou entre au centre de rééducation. Prothèse, kinésithérapie, suivi psychologique. Il dit qu'on l'a regardé comme s'il était encore entier. Cette phrase déplace le centre de gravité de la valeur. L'homme précède la fonction. La blessure ne retire pas l'appartenance. Autour, des détails insignifiants accumulés font preuve. Un bol en étain partagé près de Djibo. Un thé nocturne avec des mécaniciens à Kaya. Des camions chargés à Fada sans caméra. Ces scènes n'ajoutent pas d'armement. Elles fabriquent du crédit moral, convertible ensuite en endurance, discipline, initiative. Elles s'impriment dans la rumeur publique plus vite que les communiqués. Des agriculteurs apportent des mangues au checkpoint, des commerçants livrent de la nourriture aux avant-postes, des écoliers dessinent des soldats comme des protecteurs. La mécanique est simple. La présence soutenue produit la confiance produit la coopération renforce la sécurité et relance des économies locales micro-fragmentées. En d'autres termes, la présence méthodique répare ce que les discours n'atteignent pas. Au départ, l'élan d'Ibrahim Traoré ne tient qu'à une conviction nue. Pour sauver un pays, il faut d'abord rassembler ses soldats. La montée commence là, dans la poussière de Waïgouya, où les unités s'éparpillent et les communications chancellent. Chaque semaine, le président visite un avant-poste différent, établissant un rituel de proximité. Même repas, même tente, même veille sous la lune. Les témoins racontent qu'il refuse systématiquement les fauteuils qu'on lui tend. Il reste debout, casque à la main, comme pour signifier que la guerre n'appartient à personne, mais engage tout le monde. Sous cette impulsion, un premier changement concret s'opère. La coordination des opérations n'est plus dictée depuis la capitale, mais relayée à travers les commandements régionaux. En 3 mois, la chaîne logistique se resserre. Les livraisons de carburant et de vivres arrivent avec une régularité nouvelle. Les chiffres internes, jamais publiés mais vérifiés par les troupes, montrent une baisse de 18% des ruptures d'approvisionnement. Ce n'est pas spectaculaire, c'est vital. Parce qu'un fusil sans eau, c'est une fatigue qui devient défaite. Puis vient la crise, inévitable. Au nord, près de Djibo, une embuscade décime une patrouille entière. 17 morts. La nouvelle traverse le pays comme une onde. Certains accusent que la stratégie de terrain d'être trop risquée, d'exposer le chef comme ses hommes. Les radios étrangères évoquent une politique de symbole. Mais sur place, les soldats se perçoivent autre chose. Un refus du découragement. Dès le lendemain, Ibrahim Traoré se rend sur les lieux. Pas de discours, pas de caméra. Il aide à porter les corps, puis ordonne que les familles reçoivent une visite personnelle avant la fin de la semaine. Ce geste ferme le débat. La hiérarchie devient fraternité, et la peur se convertit en endurance. Dans la foulée, les réformes s'accélèrent. Le Fonds de solidarité étend son périmètre aux blessés. Les primes de terrain sont indexées sur la durée d'exposition plutôt que sur le grade, ce qui inverse la pyramide des récompenses. L'armée change de peau, moins d'apparat, plus d'équité. Les jeunes recrues parlent d'une guerre du courage partagée. Des slogans naissent spontanément. Le chef marche avec nous, le pays tient debout. Ces formules ne viennent pas d'une cellule de communication, mais des conversations de caserne, reprises dans les marchés et les écoles. La résolution s'ébauche dans le calme d'une base improvisée à Kaya. Là, Traoré prononce une phrase qui deviendra emblématique. Le courage n'est pas donné, il se partage. En une semaine, la phrase circule jusque dans les villages de l'Est. Des volontaires civils rejoignent
les programmes de reconstruction, routes, puis dispensaires. Les troupes participent à la réparation des écoles et à la remise en état des marchés. Ce n'est pas la fin du conflit, c'est le basculement vers une économie de présence. Les observateurs étrangers, eux, hésitent à nommer ce qu'ils voient. Un redéploiement militaire, certes, mais aussi une expérience de gouvernance intégrée. La montée, la crise et la résolution ne forment pas une parabole héroïque. Elles dessinent un cycle d'apprentissage collectif. À mesure que la guerre continue, la société réapprend la cohésion. Et dans cette cohésion, un président qui partage la poussière devient l'image tangible d'un État qui se reconstruit. Le tournant le plus mesurable du mandat d'Ibrahim Traoré ne réside pas dans la rhétorique mais dans les chiffres. Entre 2022 et 2025, les indicateurs internes de défense montrent une réduction de 22% des pertes mensuelles au front, un taux inédit depuis 2018. Ce recul n'est pas un miracle. Il découle d'une série de réformes ciblées qui traduisent en données ce que le terrain avait déjà pressenti. Tout d'abord, la création du Fonds national de solidarité a permis de verser plus de 4600 allocations mensuelles aux familles de soldats sous tombés, avec un suivi administratif centralisé pour la première fois. Avant cela, les veuves attendaient des mois. Désormais, les paiements interviennent dans les 45 jours suivant le décès. La différence n'est pas abstraite. Elle maintient en vie un tissu social qu'aucune armée étrangère n'aurait pu réparer. Ensuite, la réinsertion. En moins de 2 ans, 350 anciens combattants ont été formés dans des centres de reconversion professionnelle, répartis entre Ouagadougou, Kaya et Bobo Dioulasso. Près de 62% ont retrouvé un emploi civil ou lancé une micro-entreprise. Ce n'est pas la fin du chômage, mais c'est un signal. La guerre n'est plus une impasse sociale. Chaque soldat qui réapprend un métier transforme la mémoire de la violence en outil économique. Les témoignages convergent. La discipline militaire devient productivité civile. Par ailleurs, la santé. En 2025, Traoré lance la KA, la première caisse militaire d'assurance maladie de la région. Données du ministère. 97% du personnel actif et leurs familles sont désormais couverts pour les soins, les prothèses et la rééducation. L'écart de couverture entre officiers et soldats est passé de 38% à 8%. Ce glissement, apparemment technique, a renversé la culture du privilège interne. Un médecin de garnison résume: on ne soigne plus selon le grade, mais selon la blessure. Cette égalité quantifiée est aussi une forme de guérison collective. De plus, le moral des troupes. Les enquêtes internes du commandement font état d'une hausse de 24 points dans l'indice de confiance des unités entre 2023 et 2025. Ce score, souvent négligé, se lit dans les gestes. Moins de désertion, plus de volontaires pour les missions de reconstruction et une rotation plus équilibrée. La politique de rotation douce imposée par le chef a réduit de 40% le temps cumulé passé sur la ligne de front par chaque unité. Conséquence: fatigue en baisse, blessures psy moins fréquentes et productivité accrue dans les phases civiles du déploiement. Enfin, le soutien psychosocial, pilier invisible mais statistiquement tranchant. Le cadre SMSPS, soutien mental sanitaire et psychosocial des soldats, connecte désormais les cliniques militaires aux structures civiles dans 7 régions. En 18 mois, plus de 2800 séances de thérapie collective ont été tenues, et le taux de retour au service après traumatisme a grimpé de 46% à 69%. Les commandants qui y étaient hostiles reconnaissent désormais que la parole sauve autant que l'entraînement. Ces données, mises bout à bout, tracent un profil mesurable de la révolution Traoré, une armée qui combat moins pour vaincre que pour guérir. Chaque pourcentage, chaque intervalle de temps, chaque retour à la vie traduit en langage quantitatif ce que la philosophie avait annoncé en langage humain.
Le Burkina Faso n'a pas résolu la violence, mais il l'a rendue comptable et corrigeable. Et dans ce glissement, le pouvoir se mesure désormais à la précision des soins autant qu'à la force des armes. Face à l'expérience burkinabé, deux écoles de pensée s'opposent. Les partisans du modèle occidental soutiennent qu'une armée doit d'abord viser la supériorité matérielle, budget, équipement, renseignement, alliance. Les réformes d'Ibrahim Traoré, disent-ils, reposent sur une symbolique fragile. Sans capitaux massifs, les programmes sociaux ne survivront pas à la prochaine crise. Ils rappellent que l'histoire du Sahel est jonchée de mouvements idéalistes brisés par la réalité logistique. Les défenseurs de l'approche Traoré répliquent avec des chiffres et des faits de terrain. Ils montrent que la résilience ne se décrète pas par des stocks d'armes, mais par la confiance cumulative. Depuis 2023, l'armée burkinabé a enregistré une réduction de 30% des désertions et une augmentation de 40% des coopérations civiles locales. Le moral, souvent invisible dans les bilans militaires, est devenu la première ressource stratégique. Pour eux, seule innovation ne réside pas dans la technologie, mais dans la méthode. Rétablir l'équilibre moral avant la supériorité mécanique. Un colonel à la retraite formule la critique inverse. Ce n'est pas du populisme, c'est du pragmatisme. En liant la survie du soldat à celle de la communauté, Traoré a supprimé le fossé entre sécurité et société. L'armée devient miroir du pays. Sa solidité dépend du bien-être collectif, pas seulement des effectifs. Ce lien rend le modèle exportable. Mali, Niger, Tchad observent déjà, testent, imitent. Les sceptiques, eux, craignent l'usure. Ils redoutent qu'à long terme, la fraternité institutionnalisée ne s'érode sous la pression des intérêts et du manque de ressources. Mais les premiers résultats contredisent cette prévision. Les troupes rentrent mieux préparées, les blessés reviennent soignés, les familles ne sont plus abandonnées. La confiance produit de la stabilité. La stabilité attire des soutiens internes. Et ces soutiens prolongent l'effort sans dépendance extérieure. Ainsi, le Stillman du modèle burkinabé repose sur une équation robuste. Moins de distance is plus de cohésion is meilleure défense. Ce que certains nomment faiblesse sentimentale s'avère, sur le terrain, une stratégie rationnelle de long terme. Et dans cette démonstration froide, Traoré transforme l'empathie en doctrine d'État. 8 mots, une ligne. Le milieu devient une frontière morale. À ce stade, l'histoire d'Ibrahim Traoré change de dimension. Ce n'est plus seulement la reconstruction d'une armée, c'est la métamorphose d'un lien entre soldats et civils. Le point médian intervient lorsque les frontières du pouvoir se dissolvent. Le président cesse d'être observateur et devient témoin, présent dans chaque rituel de réparation. Les scènes se répètent, mais leur signification s'approfondit. Une main posée sur un cercueil, une marche pieds nus dans la poussière, une phrase prononcée sans témoin. La compassion, ici, n'est plus un geste, c'est une méthode d'État. Les analystes étrangers hésitent. Comment classifier un dirigeant qui transforme la douleur collective en politique publique? Les chiffres parlent, mais la force vient du silence. Ces moments de partage où la hiérarchie se dissout et où le pouvoir devient empathie active. À ce moment précis, la révolution quitte le champ militaire et entre dans le domaine du symbole, une fraternité institutionnelle, née de la poussière et soutenue par des faits. C'est le tournant que la plupart des caméras ont manqué, mais c'est celui que la population n'oubliera plus. Les effets visibles des réformes d'Ibrahim Traoré se mesurent désormais à travers 4 groupes. Les soldats, les familles, les civils et la région. Les soldats, ils ne combattent plus seulement pour le territoire, mais pour l'honneur collectif. Les rotations douces et la couverture médicale intégrale ont réduit la fatigue chronique de 40%. La moyenne d'âge des officiers sur le terrain est passée de 36 à 33 ans, preuve d'un rajeunissement qui s'accompagne d'un moral en hausse. Les soldats
parle désormais de mission partagée, plutôt que de campagne imposée. Ce changement lexical en dit long. La guerre cesse d'être un devoir solitaire, elle devient un projet commun. Les familles, les veuves reçoivent des aides régulières, les orphelins des bourses et les blessés une place au sein des programmes de reconversion. Près de 4000 foyers bénéficient aujourd'hui de la caisse de solidarité, un record pour un pays au budget restreint. Les cérémonies de la Journée nationale du courage ne sont plus des commémorations figées, mais des rencontres sociales où chaque perte trouve reconnaissance. Dans un pays longtemps hanté par le silence administratif, cette reconnaissance publique agit comme une réparation. Les civils. La frontière entre armée et population s'estompe. Dans les zones de reconquête, les soldats aident à rebâtir les routes, réhabiliter les écoles et sécuriser les marchés. Le programme de l'armée citoyenne a permis de restaurer 87 infrastructures communautaires en moins de 2 ans. Les habitants de Dori et Djibo, autrefois réfugiés, témoignent d'un changement de perception. Les uniformes ne font plus peur. Les gestes comptent davantage que les slogans. Chaque projet local devient une victoire symbolique sur la désespérance. La région, le modèle burkinabé diffuse vers le Mali, le Niger et le Tchad. Des jeunes officiers y évoquent une fraternité sahélienne inspirée par Traoré, une coopération horizontale, sans hiérarchie coloniale. Le Burkina Faso devient un laboratoire de souveraineté sociale où la solidarité remplace l'assistanat. Pour les chancelleries occidentales, cette transformation est déroutante. Elle renverse l'équation de la dépendance et redéfinit la stabilité comme produit d'un lien humain, non d'un contrôle militaire. Ces 4 impacts convergent vers un constat unique. La cohésion est redevenue un capital national. L'économie reste fragile, mais la confiance circule à nouveau. Les marchés locaux prospèrent autour des bases à débit sécurisées. Les écoles rouvrent là où régnait la peur et la poussière. Le leadership d'Ibrahim Traoré se matérialise dans ces gestes minuscules, cumulés jusqu'à former un socle durable. Et dans le silence des soirs du Sahel, quand le vent transporte les champs des garnisons, un pays meurtri découvre qu'il sait encore se tenir debout. À ce point du récit, la trajectoire d'Ibrahim Traoré se divise en 3 scénarios possibles. Le base, l'optimiste et le pessimiste. Dans le premier cas, la base. Le pays consolide ses réformes sans les élargir trop vite. Les centres de rééducation continuent de fonctionner. La KMA maintient sa couverture à 95% et les rotations douces deviennent une norme permanente. La croissance reste modeste, environ 3%, mais la stabilité perçue nourrit la confiance des communautés rurales. Ce scénario assure la continuité. Pas de miracle, mais pas d'effondrement. Dans le scénario le plus favorable, l'optimiste. Le modèle burkinabé inspire une alliance sahélienne fondée sur la solidarité militaire et civile. Le Niger et le Mali adoptent à leur tour des programmes de santé et de formation inspirés du SMSPS. Les investissements locaux, soutenus par la diaspora, atteignent 400 millions de dollars d'ici 1 an. La crédibilité internationale d'Ibrahim Traoré augmente. Il devient la référence d'un leadership africain fondé sur la dignité plutôt que sur l'aide extérieure. Dans ce cas, la renaissance burkinabé s'étend au-delà des frontières. Le pays devient moteur d'un renouveau moral du Sahel. Enfin, si les choses tournaient mal, le pessimiste. Les forces hostiles à la réforme, intérêts économiques, réseaux étrangers, instabilité régionale, reprennent l'initiative. Les tensions internes s'accentuent, les financements s'essoufflent. Et la fatigue du terrain grignote le moral. La compassion, jadis force motrice, risque alors de se transformer en vulnérabilité perçue. Traoré lui-même le sait. La dignité coûte cher, surtout quand elle ne se vend pas. Ce scénario, s'il survenait, ramènerait le pays dans le cycle des dépendances extérieures qu'il tente d'éviter. On peut alors retenir que, entre ces 3 lignes, la voie la plus durable est celle du milieu. Prudence sur l'expansion,
rigueur sur la méthode. L'empathie ne doit pas remplacer la stratégie, elle doit la structurer. Les 6 à 12 prochains mois décideront si la fraternité devient institution ou souvenir. Et dans cette attente, le silence du Sahel reste le meilleur indicateur. Tant qu'il n'est pas brisé par la peur, le pari tient encore. À ce stade, l'histoire d'Ibrahim Traoré cesse d'être seulement nationale. Elle devient miroir pour celui qui regarde. Car derrière la poussière du Sahel, c'est une question universelle qui se dresse. Que vaut le pouvoir s'il n'écoute plus? Le spectateur, citoyen, dirigeant, étudiant ou simple lecteur trouve dans cette expérience un test moral. Chaque image du président marchant pieds nus rappelle que la légitimité ne se mesure pas à la hauteur d'une estrade, mais à la distance qu'un chef accepte de franchir pour rejoindre les siens. Pour les jeunes Africains, ce récit agit comme une boussole. Il prouve qu'un leadership né de la proximité peut exister sans appui extérieur. Dans les rues de Ouagadougou ou les campus de Dakar, les discussions portent désormais sur la responsabilité partagée. Servir avant d'attendre. Pour les observateurs étrangers, c'est un défi intellectuel. La compassion, quand elle devient politique, bouscule les paradigmes de la force. Un dirigeant qui pleure avec ses soldats expose l'Occident à une contradiction. Comment parler d'humanisme si l'on méprise l'humilité? Enfin, pour le lecteur ordinaire, loin du Sahel, la portée est intime. Cette histoire rappelle qu'un système se régénère par la reconnaissance mutuelle. Se souvenir du nom de ceux qui servent, réparer avant de juger. Le courage d'Ibrahim Traoré n'est pas un exotisme africain. C'est une pédagogie du lien. Elle nous enseigne que la solidité d'une communauté, qu'elle soit militaire, familiale ou civique, dépend toujours du soin accordé à ses plus vulnérables. Ainsi, l'histoire du Burkina Faso devient miroir du monde. Si la dignité peut renaître là où tout semblait perdu, alors elle peut renaître partout. L'expérience d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas à la symbolique. Elle s'organise en une feuille de route concrète, structurée autour de 5 étapes. Consolider la base humaine. Chaque réforme future repose sur la formation et le repos. Les rotations douces doivent devenir un droit inscrit. Aucun soldat ne reste plus de 4 mois sans relève. Ce principe simple garantit la continuité psychologique des troupes et la cohérence du commandement. Étendre la santé universelle militaire. La KMA doit évoluer en réseau régional, reliant les cliniques du Sahel à celles des capitales voisines. L'objectif: harmoniser les soins et mutualiser les stocks de prothèses et de médicaments vitaux. Réinsérer pour reconstruire. Chaque centre de rééducation doit devenir une école de métiers civils. L'État accompagne les anciens combattants vers l'artisanat, l'agriculture durable et la maintenance d'infrastructures publiques. Ce recyclage économique ancre la paix dans la productivité. Instituer la mémoire active. La journée du courage deviendra plateforme d'éducation nationale. Les écoles diffuseront des témoignages de terrain reliant chaque génération à la notion de service collectif. Ce souvenir devient acte politique. On protège ce qu'on comprend. Exporter le modèle sans l'imposer. Le Burkina Faso propose déjà des missions de conseil au Mali et au Niger. L'objectif n'est pas d'étendre une influence, mais de partager une méthode. Solidarité avant stratégie. Une Afrique qui se soigne elle-même, se libère des tutelles. Cette feuille de route est ambitieuse, mais mesurable. Chaque étape a un acteur, un délai et un indicateur de réussite. Elle traduit la conviction de Traoré. La dignité n'est pas une promesse morale, c'est une politique publique. Quand la poussière du Sahel se lève à l'aube, la silhouette d'Ibrahim Traoré se confond avec celle des soldats qu'il conduit. Cette image, répétée 1000 fois, devient le motif de toute une génération. Un chef qui ne commande pas d'en haut, mais chemine à hauteur d'homme. Dans la mémoire du Burkina Faso, ce symbole remplace le marbre des monuments. Le président en treillis, les bottes couvertes de sable, est devenu le rappel vivant qu'un pouvoir juste n'a pas besoin d'apparat. Autour de lui,
Les vétérans, les orphelins, les mères endeuillées forment le cœur silencieux d'une nation qui se relève. Leurs visages racontent d'assant ce que les chiffres ne disent pas. La dignité rendue vaut plus qu'un drapeau hissé. Le jour où il s'agenouilla devant une mère en larmes, le pays entier comprit que la force ne se mesure plus aux armes, mais à la capacité d'écouter. Et c'est peut-être là, dans cette poussière mêlée de sueur et de lumière, que le Burkina Faso a retrouvé son âme. Un pays n'a pas besoin de héros invincibles, il lui faut des hommes debout. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas une épopée fermée, mais une invitation. Elle invite à regarder différemment le pouvoir, non comme une hauteur, mais comme une marche partagée. Dans un monde saturé de discours, l'exemple du Burkina Faso rappelle que la cohérence se mesure aux actes répétés, aux présences silencieuses, aux mains tendues. Cette cohérence-là n'appartient pas qu'au président ni aux armées. Elle s'imite dans chaque geste de solidarité, chaque responsabilité assumée. Car le leadership véritable n'est pas une fonction, c'est une contagion morale. Et si le Sahel peut renaître sous la poussière, alors n'importe quelle communauté peut se réapprendre à vivre debout. Le spectateur qui referme cette histoire n'a pas besoin d'applaudir, seulement de prolonger ce regard vers ceux qui marchent à ses côtés, vers ceux qu'on n'écoute plus. Parce qu'au fond, chaque fois que quelqu'un choisit la proximité plutôt que l'indifférence, il rejoue à sa manière la promesse d'Ibrahim Traoré. Et c'est ainsi qu'une révolution tranquille continue de respirer.